Bonjour tout le monde, bienvenue pour le module numéro 5. C'est l'avant-dernier de cette formation GitLab. Alors là, on va aller, on avait parlé là, au tout départ de la plateforme GitLab, on a parlé d'intégration continue. Là, on va parler de vraiment comment GitLab s'intègre avec Kubernetes, mais aussi de manière plus générale, plusieurs services de Google. Je me présente rapidement, Jean-Philippe Baconnet, je suis consultant chez Zenica à Nantes, en France, où je fais principalement du dev, mais pas que. Je suis aussi pas mal dans les communautés open source de GitLab, de Gitpod. Je suis co-orga de Meetup qui s'appelle les Human Talk. Et puis, j'aime bien aussi participer à des ateliers pour montrer aux enfants comment on peut développer sans forcément être devant un écran. Donc, c'est quelque chose qui est assez marrant à faire. Alors, si vous avez des questions, alors vous pouvez les mettre directement dans le chat, il n'y a pas de souci, je vais essayer de regarder ça en parallèle de la présentation. Mais surtout, n'hésitez pas à me reposer des questions après coup s'il y a des choses que vous n'avez pas compris, si vous voulez essayer ce que je vais vous montrer, ou si vous avez des questions sur les 4 premiers modules, bien sûr, il n'y a pas de souci. Généralement, je réponds assez vite. Donc là, voilà, on avait vu la première session, GitLab de manière générale, comment créer un projet, voir comment configurer le projet. Derrière, la session numéro 3, on parlait de CI. Et la session numéro 4, on allait encore un peu plus loin pour rendre vos pipelines un peu plus performants, plus optimisés. Et là, maintenant, on va parler de l'intégration GCP. Donc, dans le système DevOps, que j'évoque depuis le début, donc GitLab, c'est une plateforme DevOps. Aujourd'hui, en fait, on va être concentré uniquement sur la partie déploiement. Donc, vraiment, comment on va déployer un projet, du coup, sur les infrastructures de Google. Alors, pourquoi Google? Je vous montrais tout à l'heure, on peut déployer sur d'autres providers cloud, mais en fait, GitLab a un gros partenariat avec Google Cloud depuis 2022, de mémoire. Et là, du coup, cette année, ils ont annoncé un nouveau plan en fait, de partenariat autour de tout ce qui concerne l'IA. Et ce qui concerne la plateforme DevSecOps. Donc le Sec, c'est pour tout ce qui tourne autour de la sécurité. Donc, dans l'IA, alors rapidement, ce n'est pas le sujet du moment, mais pourquoi avoir une collaboration avec Google? Parce que Google, du coup, ils ont leur moteur d'IA. Et en fait, dedans, on va pouvoir avoir par exemple, des explications de vulnérabilité qui vont être générées par de l'IA. On va pouvoir aussi demander la génération de tests directement dans les MR. Donc tout ça, c'est des fonctionnalités que je n'ai pas encore testées, mais qui paraissent vraiment être intéressantes, qui peuvent aussi permettre d'expliquer du code ou de faire des résumés, en fait, des commentaires des issues. Parce que parfois, dans certaines issues, normalement des issues qui ramènent des suggestions d'évolution d'un produit, l'explication peut être très longue, et du coup, pour aller plus vite, on peut avoir des résumés. Voilà. En tout cas, aujourd'hui, on va se focus sur justement le déploiement des applications et comment en fait GitLab va pouvoir intégrer les outils Google. Donc, je vais souvent dire GCP pour Google Cloud Platform, pour justement que l'intégration se fasse le mieux possible pour vous et que du coup, vous allez déployer très rapidement vos projets sur la plateforme sans aller sur la plateforme. C'est ça qui est quand même très intéressant. Donc, quand on parle de GCP, de Google Cloud, en fait, il y a beaucoup de services. Donc là, l'objectif, ce n'est pas de les voir un par un, sinon on en aurait pour plusieurs jours, je pense. Mais c'est pour vous montrer qu'il y a beaucoup de services dans Google Cloud. Du coup, l'intégration des projets GCP dans GitLab, en fait, se fait au fur et à mesure. Voilà. Actuellement, en fait, quand on regarde le menu dans GitLab, on va voir deux aspects, la partie Kubernetes, donc dans Google Cloud, ça s'appelle GKE, et du coup un menu Google Cloud, donc ça c'est un projet que j'aime bien, qui s'appelle Cloud Seed, qui permet de déployer sur d'autres services de Google. Voilà. Alors ça, c'est un peu typique de GitLab, dans le sens où en fait on veut intégrer des services dans GitLab, dans la vie de vos projets, mais en fait, avec la CI qu'on a vu dans les 2 dernières séances, on est capable en fait de faire ce qu'on veut là où on veut. Donc là, par exemple, c'est un job de GitLab CI qui permet de déployer, de créer un job dans un contexte d'exécution de Google Cloud. Donc là, on voit qu'il y a l'image Cloud SDK qui est utilisée. Et à partir de là, en fait, comment ça marche dans GitLab CI
la connexion GCP, comme vous le ferez sur votre ordi, c'est-à-dire utiliser une clé de service, de s'authentifier, et à partir de là, vous avez accès à la CLI, Command Line Interface G-Cloud, qui permet vraiment de faire ce que vous voulez, du coup, dans Google Cloud. Donc ça, de base, on peut le faire, je le répète, mais là, l'idée que GitLab veut faire, c'est vraiment vous faciliter cette intégration et vous éviter d'avoir tout le temps des scripts de déploiement à écrire. Alors, la première partie, on va parler de Kubernetes. Donc, je vous ferai une démo tout à l'heure. Donc là, l'idée, je ne sais pas si tout le monde connaît Kubernetes, n'hésitez pas à me dire dans le chat si vous ne connaissez pas ou si vous ne savez pas bien ce que c'est. Très rapidement, Kubernetes, c'est un orchestrateur qui permet vraiment de déployer une application et de la rendre performante dans le sens où on va pouvoir augmenter le nombre d'instances de votre composant, de votre application dans Kubernetes. Donc, par exemple, quand il y a des pics de charge, c'est très bien pour ça, parce que derrière, ça va permettre d'accroître le nombre de composants et du coup de résister à la charge. Voilà, un contexte très rapide. Généralement, quand on fait des projets perso, des projets open source, on ne s'amuse pas à mettre du cube parce que c'est assez volumineux, c'est assez contraignant, il y a pas mal de choses à connaître. Mais en tout cas, pour les gros projets, justement, qui sont sur Kubernetes, ils sont aussi dans GitLab, à partir de là, on va pouvoir faire des choses assez sympas. Alors, quand on parle de Kubernetes, en fait, dans GitLab, il y a la notion d'agent Kubernetes. Alors, il y a une longue histoire autour de ce projet-là. On va dire que l'agent Kubernetes avait plusieurs noms avant, je ne vais pas les dire, ça ne sert à rien. Et du coup, maintenant, on parle d'agent. Et en fait, c'est arrivé dans la version gratuite de GitLab, dans la 14.5. Donc là, pour info, on est dans la version 16. Je ne sais plus combien. Mais bon, c'est pas l'objectif. Donc, ça fait 2 ans, en fait, que l'agent Kube, il est présent dans GitLab. Comment ça va marcher? Un rapide schéma d'architecture. En gros, vous allez avoir votre cluster Kubernetes qui va être géré. Donc là, je ne parle même pas de Google, ça peut être Google, ça peut être autre chose. On va installer quelque chose, donc un agent qui va tourner, qui va permettre vraiment de faire des actions. Et là, on voit qu'il y a un lien bidirectionnel qui est créé avec votre instance GitLab et qui va permettre en fait d'écouter ce que vous faites dans GitLab. Et ça, cette notion, ça va être du GitOps. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce terme-là. GitOps, c'est quoi? En fait, c'est un ensemble de pratiques qui va permettre de gérer son application, son infrastructure, son déploiement directement dans GitLab. Et en plus, dans le mode GitOps, il y a 2 versions. Il y a 2 modes de déploiement, on va dire. Et il y en a un qui va vraiment écouter votre projet. Et dès que le projet va faire une modification, donc là, quand je parle de modif, je parle bien de commit ou de merge request, et bien en fait, l'agent qui est installé sur le cluster va le détecter tout seul et faire des actions tout seul. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que là, on ne parle même plus de configuration de CI/CD, etc. Le mode GitOps, c'est vraiment, il va aller écouter votre projet et faire des choses. Donc tout à l'heure, je vous le montrerai comment ça marche sur l'interface de GitLab. Là-dessus, il n'y a pas de souci, ce sera peut-être un peu plus clair. L'idée, c'est que cet agent, donc c'est un fichier YAML, va être configuré dans votre projet. Mais à partir de là, une fois qu'on a fait le pont entre GitLab et GCP, en fait, cet agent va permettre de faire autre chose. Il va permettre de vous simplifier la connexion au cluster Kubernetes directement dans votre CI. Donc, tout à l'heure, j'ai dit qu'on n'était pas obligé d'avoir de CI, mais on peut imaginer des cas où vous avez besoin d'une CI. Ça peut être, je ne sais pas, pour déployer des outils dans votre cluster Kube ou je ne sais pas, enfin, vraiment d'autres typologies de choses. Dans votre CI, en fait, vous allez directement pouvoir utiliser la commande kubectl. Donc, kubectl, c'est la CLI qui permet de faire justement des actions sur Kubernetes. Et en fait, on va s'affranchir de tout ce qui est configuration. La configuration, ça va être simplement la déclaration de cet agent. Et du coup, je vois une question. Qu'est-ce qu'un agent? En fait, l'agent, c'est un outil qui va tourner, qui va être exécuté. Là, GitLab, effectivement, fournit son agent pour vraiment faire le pont avec votre projet GitLab, gérer tout ce qui est sécurité aussi, parce que sinon, ça serait un peu la foire sur le cluster Kube. Et je vais vous le montrer, en fait, dans GitLab, GitLab va nous donner la ligne de commande à exécuter pour configurer votre cluster. Ce qui veut dire que si vous voulez faire des tests, comme moi, par exemple, je vais vous montrer, et ben en fait, vous n'avez rien
à connaître par cœur. En fait, GitLab vous aide à justement à exécuter la commande de l'agent sur votre cluster. Donc là, je ne le rentre pas dans le détail, je ne vais pas le faire en live. Pourquoi? Parce que derrière, l'agent Cube, il évolue beaucoup. L'agent Cube, il remplace une ancienne solution qui s'appelait la configuration par certificat. Et en fait, on va utiliser des notions comme du Helm, etc. Donc là, en 30 minutes, je vais aller très vite. Je vais simplement vous parler d'agents. On va pas déjà parler de Kubernetes et d'intégration. Donc là, c'est ce que je vais vous montrer. Donc là, normalement, vous voyez bien mon écran. Je vais essayer de zoomer un petit peu. Voilà. Donc là, j'ai un projet où vraiment l'objectif, c'est de déployer ce projet sur Kubernetes avec un agent. Et là, vous voyez que l'agent, vous voyez avec le commit, j'ai rajouté un nouvel agent ici. En fait, il doit, ça c'est des préco GitLab, être dans un répertoire .gitlab/agent avec un S. À partir de là, je vais passer par l'IDE, ça va être, je pense, un peu plus simple. Voilà, donc c'est en noir. Donc à partir de là, l'agent, je vais avoir simplement un fichier YAML à renseigner. Donc là, il y a pas mal d'options qui sont possibles. On va aller très vite, je vais pas m'étendre. Mais l'idée, ça va être de déclarer justement ce qu'on veut déclarer, ce qu'on veut déployer sur le projet. Et du coup, quel est le fichier à déployer? Donc là, on voit ici qu'on a un fichier deploy.yaml qui est indiqué. Donc là, on va vraiment dire à l'agent, dès qu'une modification est faite sur ce fichier deploy.yaml qu'on retrouve ici sur mon projet, et ben, tu le réexécutes. Donc mon deploy.yaml, qu'est-ce que c'est? Et bien en fait, c'est une configuration Kubernetes. Donc là, je fais pareil, je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail de ce que c'est. Mais en gros, je veux demander à avoir une image Docker de tourner dans mon cluster Kubernetes. Et à partir de là, j'ai demandé à avoir un seul réplica. Donc un réplica, c'est quoi? C'est simplement une instance de mon composant. C'est-à-dire que si je m'amuse à faire la démo et à modifier ce fichier-là, mon agent va détecter la modification. Et si je mets par exemple 3 réplicas, on va voir que dans le cube, j'aurai 3 pods de mon image qui vont être instanciés. Et ça, sans CI. C'est ça qui est important, c'est que là, du coup, avec l'agent va permettre de tourner sur le cluster et de regarder ce fichier-là. Dès qu'il change, il le reprend et il applique. Après, dedans, en fait, dans ce fichier-là, vous voyez en commentaire, on peut s'amuser à faire des gestions de droits. Là, je ne vais pas en parler pour essayer de rester le plus simple possible et aller directement dans le vif du sujet. Donc là, vous retenez que ce fichier YAML, c'est la configuration de mon agent. Je vais l'indiquer d'aller regarder le fichier déploiement.yaml, qui là, du coup, n'a rien à voir avec GitLab, c'est uniquement du Kubernetes. Et à partir de là, ici, j'ai ma configuration de mon application. C'est-à-dire que ce fichier, si je le prends à la mano sur mon cluster et que j'exécute, ça va lancer mon application. Voilà. Dans l'interface graphique de GitLab, comment ça apparaît? En fait, dans la fonction operate, j'ai l'option Kubernetes cluster. Et là, donc, là, je vous dis que la démo, je ne l'ai pas faite, donc c'est normal que ce n'est pas connecté. Mais en fait, je peux connecter un agent à un cluster. C'est-à-dire qu'au préalable, j'ai déjà mon cluster cube. Et à partir de là, dans la liste déroulante, je vais avoir la liste des agents présents dans mon projet. Donc, je reviens vite fait ici. Vous voyez que là, dans mon projet, j'ai un agent K et un agent J. L'agent K, il est déjà configuré. Donc là, il ne me propose que l'agent J. Okay. Et à partir de là, je vais le faire très rapidement, juste pour avoir un peu les commandes. En fait, là, voilà, GitLab me propose des commandes à utiliser. Donc, c'est des chartes Helm qui sont disponibles. Donc là, si par exemple, je voulais faire une démo, je voudrais montrer mon terminal, je voudrais exécuter ces 3 requêtes, et à partir de la dernière, j'aurais vu que des choses étaient faites et que mon agent était déployé sur mon cluster Kubernetes. Donc là, j'ai des clés de sécurité, mais comme je suis one-shot, ma clé, du coup, elle va être cachée, il n'y a pas de souci. Et de toute façon, vous n'avez pas accès à mon cluster, donc ce n'est pas gênant. Donc voilà, donc, en exécutant ces commandes, en fait, c'est là où mon agent, GitLab, va avoir accès à mon cluster Kubernetes et vice-versa. C'est pour ça qu'on va avoir un statut de connexion. Donc là, ce n'est pas possible. Vous voyez que c'est un vieux projet pour une démo. Ce qui permet de faire des choses. Voilà, à partir de là. Et du coup, l'agent Cube, en fait, pour le moment, c'est tout.
à partir de là, dès que je fais une modif sur mon projet va se redéployer. Alors, n'hésitez pas à mettre des questions parce que si vous ne connaissez pas Cube, voilà, ça peut ne pas être clair, surtout n'hésitez pas. Parce qu'en plus, ce n'est pas fini. Alors, dans le sens où là, en février 2023, il y a la date de l'article qui est dessus. En fait, ils ont expliqué qu'à GitLab, ils allaient changer. Et en fait, ils allaient maintenant intégrer Flux dans l'aspect GitOps. Alors moi, j'étais dev, j'avais déjà entendu parler de Flux, mais je m'étais dit, mais en fait, c'est quoi le lien avec mon agent Kubernetes que je viens de vous montrer? Et dans l'article, si on le lit, on voit en fait que l'agent Kubernetes est validé jusqu'à la version 18 de GitLab, donc la version 2025, et qu'en parallèle, il y a l'intégration de Flux qui est dispo. Et là, du coup, ça m'a vraiment embrouillé en me disant, mais l'agent Kubernetes, qui du coup, avant, remplaçait déjà une autre solution, bah, on annonce direct que GitLab s'assure que ce sera validé jusqu'en 2025, mais après, par contre, on ne sait pas. Et par contre, quand on commence à fouiller, en fait, on se rend compte que Flux, c'est un outil GitOps qui est l'équivalent de ce qui se cachait derrière l'agent Kubernetes, c'était Argo CD. En fait, c'est deux outils qui font à peu près le même travail. Bien sûr, il y a des fonctionnalités différentes, sinon il n'y aurait pas eu d'utilité de créer deux outils différents. Mais là, dans une issue de GitLab, on peut retrouver l'énorme discussion où justement ils expliquent pourquoi ils ont voulu passer sur Flux. Alors pour nous, qu'est-ce que ça va changer? Ça va changer pas mal de choses. Là, dans mon projet, vous voyez qu'il y avait vraiment la partie applicatif et déploiement qui était dedans. En utilisant Flux, en fait, ils veulent vraiment que le code applicatif, donc là, la démo, soit vraiment dans une configuration à part du déploiement. Donc là, c'est pareil, je ne vais pas faire la démo, il y a trop de choses à dire, je vois qu'on est déjà à quasi 20 minutes, donc il faut que je me dépêche. L'idée, c'est quoi? C'est derrière, on va avoir toujours notre cluster qui va être créé en avance. On va du coup alors le test que j'ai fait, c'est sur mon poste, mais si jamais on voulait le faire sur une CI, c'est aussi possible. En fait, on va se récupérer des credentials de GKE, enfin de Google Kubernetes Engine, donc l'outil Kube de Google. Et à partir de là, en fait, on va utiliser Flux pour justement bootstrapper le projet, c'est-à-dire qu'on va lui dire où se trouve le projet applicatif, où se trouve le projet de configuration de Flux, et à partir de là, le bootstrapping, justement, va créer la configuration. Donc, c'est-à-dire que là, en exécutant cette commande, on voit le repository à configurer. Et la première fois cette commande, mon projet, qui était initialisé mais sans aucun fichier, en fait, se voit compléter des fichiers. Et à partir de là, en fait, on peut exécuter des commandes Flux qui vont permettre justement de voir l'équivalent de l'agent, en fait. C'est clairement ça. Flux va nous dire, en fait, s'il est connecté à notre projet GitLab et si jamais il a effectué des choses. Si on fait un rapide comparatif avec l'agent Kubernetes, dès qu'une modif est effectuée, il interprétait la modification. Flux a un fonctionnement de base différent, c'est que lui, Flux, il va vérifier le projet tous les X minutes. Il me semble que c'est 3, mais j'ai un énorme doute en le disant. Mais c'est en quelques minutes. C'est-à-dire que si je fais un commit, Flux n'est pas obligé de traiter dans la seconde près. Il va vraiment attendre la période des 3 minutes. Donc c'est quelque chose qui est assez important. Donc là, l'idée, je vais rapidement vous montrer les deux projets pour essayer d'un peu de vous montrer. Donc là, mon API démo, c'est tout simplement le fichier deploy.ml qu'on a vu tout à l'heure. Exactement le même. J'ai changé 2-3 trucs niveau cube, mais rien à voir avec la démo. En exécutant la commande Flux, donc en indiquant que du coup mon projet à regarder, c'est le déploiement.yaml, et que du coup mon projet à initier, c'est Flux config, à partir de là, il a initié des choses. À partir de là, il m'a initié un répertoire cluster avec démo Flux, donc ça c'est le nom que je lui ai donné. Et là, on va se retrouver avec 2 fichiers YAML et un répertoire contenant encore des fichiers YAML. J'avoue qu'il faut aimer le YAML, mais quand on fait du cube, c'est normal. Donc là, une chose qui est importante,
c'est qu'on a, du coup, Flux se base sur du description YAML, donc ça marche un peu comme du Cube, mais on se base sur des API différents. Donc là, forcément, on fait du Flux, on se base sur des API Flux qui font apparaître un nouveau mot qui s'appelle Git Repository, où en fait, on va dire à Flux, base-toi sur un repo Git et dont l'URL, c'est celui-là. Et à partir de là, fais des modifications toutes les 1 minute. Voilà. Je savais bien que j'avais fait tout à l'heure en disant 3 minutes. Et à partir de là, va surveiller en fait le projet API démo qui est juste là et surveille-le. À partir le fichier customisation, lui, va dire effectivement, contrôle-le, c'est ici, et du coup, en fait, regarde tout le projet. Voilà, tout simplement. Et les fichiers qui sont ici, de mémoire, on ne regarde pas, c'est vraiment de la conflux. Si on regarde le nombre de lignes, vous voyez qu'il y en a quand même beaucoup. Alors, je n'ai pas mis le nez dedans, à part pour faire ce que je fais avec vous, c'est-à-dire voir le nombre de lignes et me dire, il y en a beaucoup trop pour moi, je peux réduire le fichier. Voilà. Et à partir de là, en fait, on voit, du coup, là, je ne vous montre pas, j'ai pas de, enfin si, j'ai une démo qui tourne, mais je ne vais pas vous le montrer. À partir de là, il faut retenir que dès que je fais une modification sur mon projet API démo, ma configuration Flux qui se trouve dans ce projet va aller appliquer la modification sur le cluster Kubernetes. Donc là, en fait, on peut imaginer justement s'amuser avec les droits GitLab pour dire, écoutez les développeurs, vous avez accès aux modifications à l'API démo. Par contre, la configuration Flux, en fait, les personnes qui sont SRE ou Ops vont s'en occuper. Et moi, je trouve que là, c'est un avantage assez pertinent en fait à utiliser justement la configuration Flux. C'est parce que derrière, on va avoir un distinguo des droits sur les projets. Voilà. Donc là, en fait, c'est quelque chose qui est en constante évolution, qui bouge pas mal. Dans la solution qui existait avant ces deux choses, on avait une visualisation en fait de ce qui se passait sur le cluster Kubernetes dans GitLab. Donc là, on pouvait voir le nombre de pods, déployés, le nombre de pods qui sont en succès, en vert, et pour lesquels certains, il y a des problèmes aussi. Là, pour le moment, on ne retrouve pas ces informations-là. Il y a toujours des parties Kubernetes. Alors, si je retrouve l'ancien projet, ça va être là. On peut voir 2-3 choses. Voilà, c'est pas génial. Il me semble que dans la partie environnement, ici, on va pouvoir voir des choses, mais pareil, on ne voit plus la notion de pod, mais c'est quelque chose qui doit revenir bientôt. C'est quelque chose qui doit arriver bientôt, en fait, qui permet justement de continuer l'intégration de Cube dans GitLab. Donc là, actuellement, on est capable de faire du déploiement. Super. GitLab nous aide à le faire, mais on ne peut pas faire la partie monitoring, mais ça devrait arriver. Et il me semblait que ça devait arriver déjà le mois d'avril. Donc ça, c'est la première partie où on voit que l'intégration Cube a été réalisée assez simplement, entre guillemets, on va dire. Et du coup, là, je voulais parler d'un autre projet que moi, j'aime bien, que j'ai découvert il y a plus d'1 an, qui s'appelle CloudSeed, qui lui est accessible dans la partie cloud. Donc là, la démo va être un peu plus simple, parce que du coup, c'est visuellement aussi plus simple. Et là, on va toucher en fait certains composants GCP qui sont aussi plus simples que Kubernetes. Donc là, on va parler de Cloud Run, qui sont une plateforme serverless. Donc là, l'idée, c'est de pousser du code et la plateforme tourne pour nous. Donc ça, c'est quand même assez sympa. Et d'avoir des outils de base de données. Donc actuellement, il y a du Cloud SQL et du Firestore que j'ai découvert en préparant cette présentation, qui du coup s'intègre super bien. Et du coup, là, moi, j'ai déjà une application qui tourne avec ça et je vais essayer de vous en parler. Donc là, je pense que j'ai dû le montrer déjà, ce projet, dans un des modules de formation GitLab. C'est une API Java, tout simplement, avec du coup un pom.xml, un Dockerfile qui permet de construire l'image. Et puis, l'idée, moi, c'est de le pousser sur du Cloud Run. Donc, si je vous remontre la partie CloudSeed, donc ça, en fait, c'est le nom du projet GitLab. On ne le retrouve pas dans l'interface de GitLab, mais c'est un projet. Là, l'idée, c'est quoi? C'est de se connecter avec un compte de service, donc un compte Gmail, possédant du coup un accès à une structure GCP. Et une fois qu'on a fait cette première configuration, donc là, on voit que j'ai mon projet GCP qui s'appelle comme le nom de mon projet, assez facile. Une fois que j'ai configuré la région, parce que quand on travaille dans GCP, on travaille avec des régions, on va pouvoir gérer deux aspects. L'aspect déploiement, qui, lui, pour le moment, utilise
comme je disais, du cloud run et du cloud stockage, mais qui n'est pas encore prêt, on ne peut pas l'activer, ou des bases de données. Donc là, on peut voir du cloud SQL qui permet de gérer soit du Postgre, du MySQL ou du SQL Server, et aussi d'autres bases qui sont pour le moment pas activées. Et tout à l'heure, je n'ai pas été fait Firestore, il me semblait que ça allait être bientôt le cas, donc voilà, j'ai peut-être mis à tort, mais l'idée. Et l'idée du projet CloudSeed, c'est en fait de le gérer avec des merge requests. C'est-à-dire que là, mon projet est déjà configuré, on va aller le voir, mais en cliquant sur merge request, il va nous proposer, donc là, je n'ai pas les droits, voilà, c'est un vieux projet. Je découvre aussi ça, bon, pourquoi pas. Du coup, là, vous voyez que c'est un truc expérimental, donc il y a vraiment des équipes, enfin, il y a une équipe qui traite toutes les features, il ne faut pas hésiter. Donc là, le bug, je vais regarder avant de le déclarer. Mais clairement, dans le code, en fait, qu'est-ce que ça va faire? Ça va créer une merge request qui va m'expliquer comment ça marche. Et comment marche? Ça marche tout simplement avec le gitlab.ci, toujours le même. Bon, en fait, ce qu'il va faire, c'est tout simplement, cette ligne qui est la plus importante, c'est la seule qui concerne le projet CloudSeed dans ce projet-là, c'est faire un include en fait d'un projet et d'inclure un fichier YAML. Et à partir de là, donc là, je pourrais aller voir, mais on arrive au bout des 30 minutes. L'idée, c'est tout simplement vous proposer un job de CI qui vous permet de déployer sur le projet directement sur le projet du coup Cloud Run. Et ce qui est intéressant avec le projet, et là c'est vraiment quelque chose que moi j'adore utiliser au quotidien, c'est pour ça que j'utilise tout le temps, c'est de créer un environnement. Alors est-ce que vous vous souvenez le module de CI avancé où je parlais des environnements? L'idée pour nous, c'est de déployer une API par branche et la déployer sur Cloud Run. Comme ça, si je veux par exemple utiliser mon API dans la version 2.0.1 ou une version 2.0.6, du coup je vais l'avoir. Je pourrais appuyer sur les boutons Open. Là, l'idée, c'est pas de vous montrer, et puis je n'ai surtout pas fait de ménage. Mais là, on va déployer notre service. Donc, en termes d'expérience de développeur, c'est un projet qui est assez pertinent, hein, parce que quand on va travailler sur une merge request, et bien, en fait, notre API va être déployée sur Cloud Run, et on va pouvoir tester notre API, c'est-à-dire qu'avant même de faire le merge, on va avoir notre projet testable, et ça, c'est quand même quelque chose qui est top, et qui, du coup, est assez important, je trouve, dans le monde du dev. Et côté back, on peut profiter justement de ces plateformes serverless pour pouvoir déployer ça. Donc là, je sais que j'ai été très vite sur cette partie-là. C'est très dur de tenir en 30 minutes. J'ai essayé de vous montrer un peu ce que ça a pu amener. Dans le terme de suite, parce que là, ces projets, voilà, vous avez vu, il y a des trucs qui peut-être nécessitent des ajustements ou qui ne sont pas encore, on va dire, aboutis à fond. Clairement, ces deux features évoluent tout le temps. C'est-à-dire que toutes les releases de GitLab, en fait, contiennent des évolutions sur ces deux parties-là. C'est quelque chose qui est quand même assez top. Par exemple, sur la partie CloudSeed, on veut intégrer du Cloud Function aussi, qui permet vraiment d'avoir des fonctionnalités très petites qui sont déployées très rapidement sur le cloud et qui permettent de faire des choses super puissantes. Voilà, clairement, ça évolue tout le temps. Si vous êtes intéressé, il faut vraiment penser à le regarder. Moi, je sais que j'ai pris du retard sur une version et je sais que j'ai raté énormément de features. Mais voilà, donc ça évolue tout le temps. Alors, les releases de GitLab, je ne sais pas si vous avez suivi, ne sont plus tous les 22, mais du coup, tous les 3e jeudis de chaque mois, il me semble, à partir de novembre. Et de mémoire, ça tombe avant le 20, le 16, je crois. Donc voilà, le 16 novembre, surveillez la release de GitLab. Il y aura peut-être des nouveautés là-dessus. Et du coup, sur cette partie, je vous remercie. Je ne sais pas si vous avez des questions. En tout cas, la prochaine formation, ça va être sur la sécurité. Ce sera plus simple, je vous le promets. Et puis du coup, j'ai laissé le QR code des cheat sheets que je fais, sachant que celle concernant Kubernetes, il faut que je la mette à jour pour raconter tout ce que je viens de vous raconter. Alors du coup, il y a une petite question. Est-ce qu'on pourrait avoir des références doc et vidéos d'imprégnation au DevOps? Eh ben, je dirais une première introduction, ce sera le premier module de formation que j'ai fait où je parle du DevOps. Après, en termes de liens, ça sort de ce module, mais je peux t'en donner. Il faudrait que tu me recontactes si tu veux, parce qu'il y en a énormément. Tout dépend de si tu veux des articles de blog, des vidéos, des podcasts. Voilà, je connais pas mal de monde qui fait des podcasts, notamment Christophe Chaudier d'ailleurs.
Mais voilà, je pourrais te donner ça dans un second temps, si tu veux. Est-ce que vous avez des questions ou alors, vu qu'on a un peu de temps, des choses que vous voulez que je vous remontre plus en détail?